Imaginez le brouillard qui dérive lentement sur les eaux sombres du Dniepr dans la fraîcheur de l'aube. Quelque part au loin, à travers ce brouillard, on aperçoit les contours des anciennes forteresses et sur les collines, les dômes dorés des églises scintillent comme des étoiles descendues sur terre. C'est dans ce silence, imprégné de l'odeur de l'eau des rivières et de la fumée des foyers, qu'est née une histoire qui est devenue la base de toute une civilisation. L'histoire de l'État que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Kievan Rus. Je vous salue, chers auditeurs, et je vous invite à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est dans votre coin du monde. Fermez les yeux et imaginez le 9e siècle de notre ère. C'est l'époque où les fleuves coulaient lentement à travers les vastes étendues de l'Europe de l'Est, transportant non seulement leurs eaux, mais aussi les bateaux des commerçants, des guerriers et des voyageurs. Ces fleuves étaient les artères de la vie, reliant des terres lointaines par des fils invisibles de relations commerciales et d'échanges culturels. Et c'est là, sur ces routes fluviales, dans les terres où grondent les forêts et s'étendent les steppes, où vivent des tribus éparses de Slaves, de Finno-Ougriens et de Baltes, que quelque chose de merveilleux allait naître. Les vagues clapotaient tranquillement sur les rives du Volkhov, quand quelque part dans les terres du Nord, au pays des nuits blanches et des hivers rigoureux, se déroulaient des événements qui allaient changer le cours de l'histoire. La 862e année après Noël a apporté des changements qui resteront dans les mémoires pendant des siècles. Les tribus slaves du Nord et finno-ougriennes, fatiguées des luttes intestines et incapables de trouver la paix par elles-mêmes, prirent une décision qui semble paradoxale à l'homme moderne. Elles ont demandé à des étrangers, les Varangiens russes, de les gouverner. Le chroniqueur, dont la main a écrit bien des années plus tard les lignes du conte d'autrefois, nous a laissé un témoignage de ce moment. Notre terre est grande et abondante, mais il n'y règne aucun ordre, diront les ambassadeurs des tribus. Et vint à eux un homme nommé Rurik, dont le nom sonnait de manière inhabituelle à l'oreille slave, mais qui était destiné à devenir le fondateur de la dynastie qui a régné sur ces terres pendant de nombreux siècles. Rurik s'est d'abord installé à Ladoga, une ancienne colonie lacustre où convergeaient les routes commerciales et où se mêlaient les cultures du Nord et du Sud. Mais il s'installa bientôt à Novgorod, une ville qui était déjà une plaque tournante importante pour les échanges commerciaux. C'est là, entre les murs de bois et le tintement des cloches qui apparaîtront bien des années plus tard, que commence l'histoire de la dynastie des Rurikovitch. Mais quelle était cette tribu, cette mystérieuse Russe, qui a donné un nom au futur grand État?
Ce nom est enveloppé dans le brouillard du temps, comme ces mêmes rives du Dniepr au petit matin. La version la plus convaincante nous conduit à l'ancienne langue scandinave, où le mot signifiait rameur ou campagne sur des bateaux à rames. Par le biais de la langue finnoise, il a été transformé en vieux russe russe. Au départ, ce nom désignait les Scandinaves variags, ces guerriers et commerçants nordiques qui, sur leurs navires à rames, sillonnaient les fleuves et les mers à la recherche de richesses et de gloire. Mais peu à peu, comme une goutte d'encre se dissolvant dans l'eau, ce nom s'est étendu à tous les peuples de l'ancienne Russie. Imaginez ces corbeaux glissant sur l'eau sombre au clair de lune. Leurs flancs reflètent les étoiles et leurs rames coupent l'eau en douceur. À la proue de chaque navire se trouve la tête sculptée d'un dragon ou d'une autre créature mythique pour protéger les marins des esprits de l'élément eau. Dans les cales se trouvent des épées et des boucliers, des bijoux en argent et des fourrures, de l'ambre et de la cire. Ces gens n'étaient pas seulement des guerriers ou des commerçants, ils étaient un lien entre les mondes, porteurs de culture et de tradition. Les conditions économiques préalables à la formation d'un État sont enracinées dans les routes commerciales qui, tels des vaisseaux sanguins, imprégnaient le corps de la future Russie. La route commerciale Baltique-Volga reliait les eaux froides de la Baltique aux terres lointaines de la région de la Volga, à la mystérieuse Bulgarie, à la puissante Khazarie et au fabuleux et riche califat arabe. Le long de cette route commerciale, comme des perles sur un fil, des colonies, centres de commerce et d'artisanat et camps militaires ont vu le jour où la composante ethnique scandinave a donné une saveur particulière à la vie locale. C'est là, au croisement des rivières et à l'embouchure des affluents, qu'est née une nouvelle structure sociale. De simples fermiers et chasseurs ont progressivement assisté à l'émergence d'une nouvelle élite, guerriers, artisans qualifiés, commerçants entreprenants. Le pouvoir central s'est développé comme un arbre enraciné dans le sol fertile des opportunités économiques. Mais revenons à l'époque où Rurik s'était déjà établi à Novgorod et où ses justiciers parcouraient les terres à la recherche de nouvelles opportunités. Deux d'entre eux, Askold et Dir, en route pour la grande Constantinople, la ville qui attirait tous les commerçants par ses richesses et ses opportunités, s'arrêtèrent à Kiev. Cette ville, située sur les hauteurs du Dniepr, était déjà un important carrefour de routes commerciales. Un lieu où se croisaient les routes du nord au sud et de l'ouest à l'est. En cette même année 862, Askold et Dir s'emparèrent de Kiev, qui devint leur résidence. Il est probable qu'à cette époque, debout sur les collines de Kiev et regardant le large ruban du Dniepr qui s'étend à l'horizon, ils n'auraient pas pu deviner le rôle que cet endroit était destiné à jouer dans l'histoire. Kiev était comme créé par la nature elle-même
pour devenir le centre d'un grand État. Ces hautes berges la protégeaient des inondations. Le fleuve assurait la liaison avec la mer et les terres lointaines. Et les forêts et les champs environnants fournissaient tout ce qui était nécessaire à la vie et à la prospérité. Mais le véritable créateur de l'ancien État russe était destiné à devenir un autre homme. Il s'appelait Oleg, et l'histoire le connaît sous le nom de prophétique, un surnom qui évoque la sagesse et la capacité à prévoir l'avenir. Lorsque, en 879 ans, Rurik ne survécut pas, Oleg s'occupa du jeune fils du prince défunt, Igor, et devint son régent. Imaginez un matin froid de l'an 882. Le brouillard se lève sur le Dniepr et des silhouettes de corbeaux apparaissent sur ses eaux. C'est Oleg et sa suite qui descendent vers Kiev. Dans ses yeux brûle la détermination et dans son cœur mûrit un plan qui changera la face du monde slave oriental. Il sait que Kiev est la clé du contrôle de la plus importante route commerciale, celle-là même qui, des Varangiens aux Grecs, relie les mers du Nord aux eaux chaudes de la mer Noire et à la splendeur de Byzance. Oleg ne s'est pas contenté de prendre Kiev. Il en a fait un symbole. Après avoir tué Askold et Dir, il a déclaré que Kiev était la capitale de son État, en prononçant des mots qui allaient résonner à travers les siècles. Que ce soit la mère des villes russes. Ces mots ne traduisaient pas seulement la fierté du conquérant, mais aussi une vision de l'avenir, une compréhension de la place particulière que cette ville occuperait dans le destin de l'État émergent. Oleg n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un politicien visionnaire. Il avait compris que la véritable force de l'État ne résidait pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans la capacité à unir des tribus disparates sous une même autorité, à leur donner un objectif et une identité commune. Peu à peu, les Drevlians, qui vivaient dans des forêts denses et étaient réputés pour leur ténacité, les Northmen et les Radimichi sont passés sous sa coupe. Chacune de ces tribus avait ses propres traditions, ses propres coutumes, son propre mode de vie, mais Oleg a réussi à trouver un moyen de les unir sans détruire leur identité. Le temps passe et la gloire de la Russie kievienne s'étend bien au-delà de ses frontières. En l'an 977, Oleg entreprend une campagne qui choque même la puissante Byzance. Imaginez une flotte de navires russes apparaissant devant les murs de Constantinople. Les Byzantins, habitués à leur supériorité sur les mers, regardent avec horreur des navires apparemment barbares s'approcher de leur capitale. Cette campagne ne se termina pas par des destructions, mais par un traité commercial, le premier succès diplomatique sérieux du jeune État.
Les marchands russes se voient accorder le droit de commercer en franchise à Constantinople, ce qui leur ouvre d'immenses possibilités. 4 ans plus tard, en l'an 911, le premier traité écrit entre la Russie et Byzance fut conclu. Ce document, dont les lignes sont parvenues jusqu'à nous à travers les siècles, régissait non seulement les relations commerciales, mais aussi les questions juridiques et militaires. Nous y voyons un État qui se considère déjà comme un partenaire égal du Grand Empire, un État qui parle le langage de la diplomatie et du droit. Mais la réussite politique n'était qu'un aspect de la vie à cette époque. Dans les forêts et les champs, dans les villages et les villes, la vie humaine ordinaire se poursuivait. Les paysans cultivaient la terre en utilisant des systèmes à 2 ou 3 champs qui produisaient des récoltes durables. L'élevage fournissait de la viande et du lait, la chasse des fourrures et de la viande sauvage, et les bortniki du miel et de la cire, très appréciés dans le pays et à l'étranger. L'artisanat se développe dans les villes, dont le nombre ne cesse de croître. Au XIIe siècle, les artisans de l'ancienne Russie possédaient plus de 60 spécialités artisanales. Le bruit des marteaux dans les forges se mêle à celui des ateliers de poterie où l'on crée non seulement des objets utilitaires, mais aussi de véritables œuvres d'art. Les joailliers maîtrisent les techniques les plus complexes: grainage, scansion, émail cloisonné, niellage. Leurs produits étaient si parfaits qu'ils n'avaient rien à envier aux meilleurs exemples de l'artisanat byzantin et ouest-européen. Mais le commerce occupait une place particulière dans la vie de l'ancienne Russie. Il ne s'agissait pas seulement d'une activité économique, mais d'une sorte d'art qui exigeait la connaissance des langues et des coutumes de peuples éloignés, la capacité de naviguer à l'aide des étoiles et de lire les caprices des courants fluviaux. La principale route commerciale était la célèbre route des Varangiens aux Grecs, une voie navigable qui reliait la mer Baltique à la mer Noire par les fleuves Volkhov et Dniepr. Le long de cette route, les caravanes marchandes transportaient vers le sud des fourrures de zibeline et de martre, de la cire et du miel, des tissus de lin et de toile, de l'argenterie et des armes, ainsi que, hélas, des esclaves. Triste réalité de l'époque. Du sud de la riche Byzance et des lointains pays orientaux arrivaient des produits de luxe qui semblaient être des miracles pour les habitants du Nord. Des étoffes de soie douces et chatoyantes à la lumière des bougies, des épices qui emplissaient les maisons d'arômes exotiques, des bijoux précieux et des épées fines forgées par les maîtres de Damas. Les tissus flamands et frisons, les métaux non ferreux, argent, étain, plomb, cuivre, tout cela circulait le long des artères commerciales de la Russie, l'enrichissant matériellement et culturellement. Il existait une autre route commerciale importante, la route de la Volga, qui menait du Ladoga
à la mer Caspienne, ouvrant la voie au Khorezm, à l'Asie centrale, à la Perse et à la Transcaucasie. La troisième voie, terrestre, reliait l'Europe centrale à Kiev et plus loin à la Volga et à l'Asie. Ainsi, l'ancienne Russie n'était pas seulement un État, mais un pont entre les mondes, un lieu de rencontre entre différentes cultures et traditions. Alors que, en 912 ans, Oleg prophétique n'est pas devenu, Igor Rurikovitch, fils du fondateur d'une dynastie, est monté sur un trône. Son règne s'est déroulé à une époque de nouveaux défis et d'épreuves. Les Péchenègues, un peuple nomade dont les cavaliers apparaissaient soudainement comme une tempête dans la steppe, semant la peur et la destruction, ont commencé à attaquer les terres russes de plus en plus souvent à partir de l'Est. Igor est contraint non seulement de défendre ses possessions, mais aussi de poursuivre la politique de ses prédécesseurs visant à renforcer les liens avec Byzance. Il mène 2 campagnes contre Constantinople. La première, en l'an 941, fut un échec. Les Byzantins rencontrèrent les navires russes au feu grégeois, cette arme terrible qui brûlait même sur l'eau. La seconde campagne, en l'an 944, s'est terminée par la conclusion d'un nouveau traité, bien qu'à des conditions moins favorables. L'exemption de droits de douane a été supprimée. En l'an 945, Igor connaît un destin tragique. Alors qu'il collectait un tribut auprès des Dréviens, il décida de revenir pour obtenir davantage de taxes, ce qui provoqua un soulèvement. Les Dréviens tuèrent le prince, et cet événement aurait pu sonner le glas du jeune État s'il n'y avait pas eu une femme extraordinaire, la princesse Olga, veuve d'Igor. Olga n'était pas seulement une femme sur le trône, c'était une souveraine dont l'intelligence et la volonté ont laissé une trace indélébile dans l'histoire. Sa revanche sur les Drevliens est devenue légendaire, mais ses réformes qui ont jeté les bases d'un système étatique stable sont bien plus importantes. Elle a introduit les leçons des montants fixes de tribut et les pogostes, des lieux spéciaux pour la collecte du tribut. Cela peut sembler une simple décision administrative, mais il s'agit en fait d'une révolution dans l'administration de l'État. Au lieu de la polémique chaotique, où le prince et sa suite parcouraient les terres subordonnées et percevaient le tribut selon leurs besoins, un système ordonné a été créé qui protégeait à la fois les intérêts de l'État et les droits des payeurs. Mais l'acte le plus marquant d'Olga fut sa conversion au christianisme. Selon la version la plus raisonnée, cela s'est produit en l'an 957. Imaginez cette femme élevée dans des traditions païennes, pour qui le monde était peuplé d'esprits des forêts et des rivières, de dieux du tonnerre et de la fertilité, acceptant soudain la foi en un Dieu unique. Il ne s'agissait pas seulement d'un choix personnel, mais d'une décision politique d'une grande importance.
Olga est devenue la première souveraine de Kievan russe à embrasser officiellement le christianisme, ouvrant ainsi la voie aux grands changements qui allaient se produire sous son petit-fils. Son fils Sviatoslav était tout à fait différent. Si Olga était une souveraine avisée, Sviatoslav était un guerrier né. Il devient le premier prince russe à porter un nom slave, ce qui est symbolique. L'État commence à trouver sa propre identité. Sviatoslav Igorevitch a régné de 962 à 972 ans et son règne a été une succession ininterrompue de campagnes militaires et de conquêtes. L'historien byzantin le décrit comme un homme de taille moyenne, aux sourcils broussailleux, aux yeux bleus et au crâne rasé, sur lequel ne subsiste qu'une touffe de cheveux, signe de noblesse. Il portait à une oreille une boucle d'or ornée de perles et de pierres précieuses. Il mange et dort avec ses guerriers, donnant l'exemple de la force d'âme et de l'absence de prétention. Je viens à vous. Il avertit ses ennemis sans cacher ses intentions, ce qui témoigne non pas de sa naïveté, mais de sa noblesse et de sa confiance en ses propres forces. Sviatoslav a soumis Viatychi en 964 ans, a écrasé la Bulgarie de la Volga, mais son acte le plus important a été la destruction du Khaganat khazar en 965 ans. La Khazarie était une puissance qui contrôlait les voies commerciales entre l'Europe et l'Asie et percevait un tribut de la part de nombreuses tribus slaves. Sviatoslav prend d'assaut Sarkel, Semender et la capitale du Khaganat Itil. Sur la place de Sarkel, il fonde la forteresse Belaya Veja et sur la péninsule de Taman, la ville de Tmutarakan, qui deviendra un important avant-poste de l'influence russe dans la région d'Azov. Ces conquêtes ont modifié la carte géopolitique de l'Europe de l'Est. La Russe est devenue une force régionale sérieuse, capable de défier même des puissances aussi anciennes et puissantes que la Khazarie. Mais Sviatoslav rêvait de plus. Son regard se tourne vers la Bulgarie danubienne, où il a l'intention de créer un nouvel État. À 2 reprises, il fait campagne vers ces terres et affronte Byzance dans des guerres sanglantes. Les chroniqueurs byzantins s'intéressent de près à ce prince nordique qui a osé défier l'Empire. Ils ne voyaient pas en lui un simple barbare, mais un adversaire de taille, dont le courage et l'habileté militaire méritaient le respect même de ses ennemis. Mais le destin fut cruel pour Sviatoslav. En l'an 972, de retour d'une campagne bulgare infructueuse, il tombe dans une embuscade tendue par des péchenegs sur les rapides du Dniepr. C'est même au fond pierreux qui était à la fois une bénédiction et une malédiction pour la route commerciale du Dniepr. À partir du crâne du prince mort, le Khan Pecheneg ordonne de fabriquer une coupe enveloppée d'or,
une coutume barbare qui témoigne néanmoins du respect que les ennemis avaient pour la vaillance de Sviatoslav. La mort de Sviatoslav entraîne une nouvelle querelle entre ses fils. Yaropolk, Oleg et Vladimir se disputent l'héritage de leur père dans une guerre sanglante qui risque de détruire tout ce qui a été créé par les générations précédentes. Mais la victoire fut remportée par le plus jeune des frères, Vladimir, et son règne, qui dura de 980 à 1015 ans, marqua un tournant dans l'histoire de l'ancienne Russie. Vladimir Sviatoslavitch achève la formation du territoire de l'État en annexant les villes de Cherven et la Transcarpathie, puis en soumettant Radimichi et Viatichi. Pour se protéger des Péchénègues, il construit des lignes entières de forteresses et crée un système d'alerte lumineuse, une chaîne de feu de signalisation qui peut transmettre les nouvelles de danger de la frontière à la capitale en quelques heures. Il s'agit d'une véritable révolution en matière d'ingénierie qui témoigne du haut niveau d'organisation de l'État. Mais Vladimir a d'abord tenté de résoudre la question de l'unité de l'État à l'ancienne, de manière païenne. En 1980, il a mené une réforme païenne, essayant d'établir le culte de Perun comme dieu principal de toutes les tribus subordonnées. Sur une colline de Kiev fut érigée une idole du redoutable tueur de dieux, à côté de laquelle se trouvaient les images d'autres dieux, Cheval, Dajjebog, Stribog, Semagl et Mokosha. Mais cette tentative a échoué. Les dieux païens étaient trop liés aux traditions tribales pour servir de base à l'unification de la population hétérogène d'un immense État. Et puis, il y a eu un événement qui a changé non seulement la Russie, mais aussi toute l'histoire ultérieure de l'Europe de l'Est. En 1988, Vladimir a décidé de baptiser la Russie. Cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. Les chroniques racontent que des ambassadeurs de différentes religions, musulmans, juifs, chrétiens, de rites occidentaux et orientaux, se sont rendus auprès de Vladimir. Chacun d'entre eux a fait l'éloge de sa foi, essayant d'inciter le prince à l'accepter. Mais le choix de Vladimir s'est porté sur le christianisme de rite byzantin, et ce choix a été dicté non seulement par des considérations religieuses, mais aussi par des considérations politiques. Le mariage avec la princesse byzantine Anna ouvrait à la Russie des possibilités de communication dynastique avec l'un des plus grands empires du monde. Le mariage a été précédé par la prise de Chersonessos, une ancienne ville de Crimée que Vladimir a utilisée comme une carte dans son jeu diplomatique avec Byzance. Imaginez ce jour à Kiev où les idoles païennes ont été renversées. L'idole de Perun, qui avait récemment été un symbole du pouvoir de l'État, a été traînée jusqu'au Dniepr et jetée à l'eau. C'est alors que commença le baptême de masse des habitants de la ville dans les eaux du même fleuve. Des milliers de personnes sont entrées dans l'eau et à ce moment-là,
la Russie a franchi une nouvelle étape de son histoire. L'adoption du christianisme a été comme le soleil de printemps faisant fondre la glace d'une rivière, transformant lentement mais inexorablement toute la surface de la terre. À Kiev, on commença à construire des églises, dont la première fut l'église de la Dîme, construite en 989 ans et consacrée en 996 ans. Il s'agit de la première église en pierre de Russie, construite par des maîtres byzantins qui ont apporté avec eux non seulement leurs compétences en matière de construction, mais aussi une compréhension totalement nouvelle de l'espace et de la beauté. La particularité du christianisme byzantin, qui a profité au peuple russe, était l'autorisation de célébrer l'office dans la langue du pays. Contrairement au rite latin, où toutes les prières étaient prononcées dans une langue latine incompréhensible pour le commun des mortels, le service divin orthodoxe se déroulait dans le slavon de l'Église, proche et compréhensible pour toutes les tribus slaves. Cela signifie que la nouvelle foi n'est pas une force étrangère imposée d'en haut, mais qu'elle fait partie de la culture populaire et s'intègre dans la vie quotidienne des gens. Mais la christianisation de la Russie n'a pas été un processus instantané. Les anciens dieux et esprits ont longtemps vécu dans les profondeurs de la conscience des gens et la nouvelle foi a progressivement fusionné avec les croyances païennes, formant ce que les historiens appellent une double foi. Les paysans ont continué à honorer les esprits de la forêt et des champs, à célébrer d'anciennes fêtes liées au cycle de la nature, mais ces rites se sont désormais mêlés aux fêtes chrétiennes. Le Shrovetide a été combiné avec le début du carême, Ivan Kupala, avec la fête de la Nativité de Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'est née une culture unique dans laquelle une profonde spiritualité chrétienne était associée à une perception poétique de la nature, caractéristique du paganisme slave. Après la mort de Vladimir en l'an 1015, la querelle entre ses fils reprend. Sviatopolk, surnommé Okayani, tue ses frères Boris et Gleb, qui seront plus tard canonisés comme les premiers saints russes. Cette tragédie aurait pu plonger le pays dans le chaos, mais du creuset des guerres intestines surgit un souverain destiné à devenir l'un des plus grands de l'histoire russe, Yaroslav, surnommé le Sage. Le règne de Yaroslav de 1019 à 1054 fut l'âge d'or de la Russe kiévienne. Imaginez Kiev à cette époque, une ville s'étendant sur 7 collines comme Rome ou Constantinople. Ces rues étaient pleines de vie. On y entendait parler de nombreuses langues, slave, grec, scandinave, cuman. Des marchands venus de pays lointains proposaient leurs marchandises, des artisans travaillaient dans les ateliers, des étudiants copiaient des livres dans les scriptoriums des monastères. Yaroslav a compris qu'un grand État devait reposer non seulement sur le pouvoir des armes, mais aussi sur le pouvoir de la loi. Il a introduit un recueil de lois, Russkaya Pravda, le premier code de loi écrite qui régissait la vie des différentes couches de la société. Ce document est étonnant par sa précision et sa sagesse. Il établit des amendes, vira,
en fonction du statut social de la victime, réglemente les relations commerciales, définit les droits et les obligations des différentes catégories de la population. Dans la Pravda russe, nous voyons une société qui s'est déjà éloignée des relations tribales primitives. Il y a la noblesse, Rurikovitch, boyards, justiciers, qui constituent la couche dirigeante. Il y a des paysans libres, des gens qui possèdent leurs parcelles de terre et peuvent en disposer librement. Il y a les smerdes, paysans dépendants, qui travaillent sur les terres du Seigneur, les bouviers et les vilains. Personnes qui dépendent entièrement des seigneurs, les akupas, débiteurs à moitié libres, qui travaillent pour rembourser leurs dettes, les Rayadovitch, travailleurs engagés, et les parias, personnes privées de leur statut social, mais placées sous la protection de l'Église. Il est intéressant de noter que la Pravda russe a d'abord sanctionné la vendetta, une ancienne coutume selon laquelle les parents d'une personne assassinée avaient le droit de se venger du meurtrier, mais peu à peu, les liens du sang ont été légalement interdits, cédant la place à un système de compensation pécuniaire. Il s'agit là d'une étape importante dans le développement de la conscience juridique, d'une transition entre des formes archaïques de justice et des modes plus civilisés de résolution des conflits. Yaroslav mène une politique étrangère active et ses succès diplomatiques témoignent de la reconnaissance internationale de la Russie. Ses filles sont devenues reines de pays européens. Anna a épousé le roi de France Henri Tuvier. Élisabeth a épousé le roi de Norvège, Harald le Harsh. Anastasia a épousé le roi de Hongrie, Andras Lui. Les fils de Yaroslav ont également conclu des mariages dynastiques avec des représentants des maisons régnantes d'Europe. À cette époque, Kiev n'était pas inférieur en importance à Paris ou à Constantinople. L'une des plus grandes victoires de Yaroslav fut la victoire finale sur les Pechenegs. Ces nomades étaient depuis longtemps le fléau des terres russes, leurs raids semant la mort et la destruction, forçant les paysans à abandonner leurs champs et à se réfugier derrière les murs des forteresses. Mais, lors de la bataille près de Kiev, Yaroslav a vaincu les Pechenegs et leurs raids ont cessé à jamais. C'est sur le site de cette victoire qu'a été érigée la cathédrale Sainte-Sophie, symbole du triomphe de la foi chrétienne et des armes russes. La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, construite de 1037 à 1054, est devenue une véritable merveille architecturale. Ce temple à coupole croisée et à 13 chapitres a émerveillé les contemporains par sa splendeur. Ses murs étaient décorés de mosaïques et de fresques réalisées par des maîtres de Constantinople avec la participation d'artistes de Kiev. Ici,
l'art byzantin a rencontré les traditions locales, donnant naissance à un style unique qui allait devenir la base de l'architecture des églises russes. Dans les mêmes années, la célèbre porte d'or de Kiev a été construite. Il s'agit d'une porte défensive en pierre avec une église-porche, censée symboliser la puissance et la richesse de la capitale. Les voyageurs qui s'approchaient de la ville voyaient ces portes de loin et comprenaient qu'ils approchaient de l'une des plus grandes villes du monde à l'époque. Mais Kiev n'était pas le seul centre de construction en pierre. À Novgorod, la cathédrale Sainte-Sophie a été érigée en l'an 1045. Cette cathédrale à 5 dômes, aux proportions plus austères, reflète le caractère sévère de la ville septentrionale. À Tchernigov, dans les années 30 du XIe siècle, fut construite la cathédrale Spasso-Preobrazhensky, qui est considérée comme l'exemple d'architecture le plus byzantin de Russie. Chacun de ces temples n'était pas seulement un lieu de prière, mais aussi un centre de vie culturelle, une bibliothèque, une école, un lieu où l'on créait et copiait des livres. L'architecture de ces temples suivait des canons stricts. À l'intérieur, ils étaient divisés en 3 parties. L'autel, lieu sacré où seul le clergé pouvait pénétrer, le sanctuaire, espace principal où priaient les fidèles, et le narthex, lieu réservé au public et aux pénitents. Le nombre de coupoles avait une profonde signification symbolique. Une coupole symbolisait le Dieu unique, 3 la Trinité, 5 le Christ et les 4 évangélistes, 13 le Christ et les 12 apôtres. La peinture est arrivée en Russie en même temps que le christianisme. Et les maîtres byzantins ont apporté avec eux non seulement des compétences techniques, mais aussi tout un monde d'images et de symboles. La mosaïque du Christ Pantocrator dans le dôme de Sainte-Sophie de Kiev regarde ceux qui prient d'un œil sévère mais miséricordieux. Et Notre-Dame d'Oranta, dans l'autel, tend les mains dans un geste de prière, comme si elle protégeait la ville et tous ses habitants. Les fresques racontaient non seulement des histoires bibliques, mais reflétaient également la vie quotidienne. On pouvait y voir des images de la famille de Yaroslav, le sage, des scènes de chasse, des skomoroks, des spectacles de cirque. La peinture d'icônes a également des racines profondes dans la culture russe. L'icône de Notre-Dame de Vladimir, créée par des maîtres byzantins au IIe siècle, est devenue l'un des sanctuaires les plus vénérés de Russie. Le sauveur de l'incréé, l'ange Zlati Vlassi. Ces images sont entrées dans les maisons et les cœurs des gens, devenant des compagnons de joie et de peine. Le premier peintre russe connu fut le maître Alipik, qui vécut à la fin du XIe siècle et travailla au monastère de Kiev-Pechersk. Mais l'adoption de l'héritage byzantin ne signifiait pas une simple copie. Les maîtres russes ont retravaillé de manière créative les échantillons reçus, créant des œuvres dans lesquelles le raffinement byzantin était combiné à une âme russe particulière et à une proximité avec la nature. Ce phénomène est
particulièrement évident dans la littérature. La langue écrite existait en Russie avant même le baptême, comme en témoignent les traités du XIIe siècle avec Byzance, rédigés en alphabet cyrillique. Le travail des frères soluniens Constantin, qui prit le nom monastique de Cyrille, et méthode au IXe siècle pour créer l'alphabet slave et traduire les livres sacrés, a préparé le terrain pour l'essor de l'alphabétisation. Deux alphabets, le cyrillique et le glagolitique, étaient utilisés en Russie, bien que le cyrillique ait progressivement supplanté le glagolitique, plus complexe. Les plus anciens monuments de l'écriture russe nous sont parvenus comme preuve du haut niveau de culture de l'époque. Le codex de Novgorod des Xe et XIe siècles, l'évangile d'Ostromirov de la 57e année, les Izborniki de Sviatoslav des 73e et 76e années, chacun de ces livres n'était pas seulement un texte, mais une œuvre d'art. Les scribes les ont décorés d'initiales, de miniatures et d'ornements complexes. Les lettres en écorce de bouleau du XIe siècle trouvées à Novgorod montrent que l'alphabétisation était répandue non seulement parmi le clergé et la noblesse, mais aussi parmi les simples citadins. Des écoles et des bibliothèques fonctionnaient. Yaroslav le Sage, selon un chroniqueur, rassembla de nombreux scribes et traduisit du grec en slavon. Dans les monastères et les cours princières, de véritables centres du livre furent créés, où l'on copiait non seulement les textes ecclésiastiques, mais aussi des œuvres de littérature profane, des chroniques historiques et des traités philosophiques. La littérature de l'ancienne Russie était étroitement liée aux traditions byzantines et bulgares, mais des traits originaux sont rapidement apparus. Les chroniques sont devenues l'un des genres les plus importants et les plus originaux de la littérature de l'ancienne Russie. Le conte des années passées, compilé par le moine Nestor en 1113 dans le monastère de Kiev-Pechersk, n'était pas seulement une chronique des événements, mais une tentative de replacer l'histoire de la Russie dans le contexte du processus historique mondial. Nestor a commencé son récit par les temps bibliques, retraçant le chemin de l'humanité depuis Adam jusqu'aux événements contemporains, montrant que la Russie n'est pas une branche accidentelle sur l'arbre de l'histoire, mais un lien naturel dans le plan divin de l'univers. D'autres genres ont également prospéré dans cette atmosphère fertile d'élévation culturelle. Sermons, hagiographie de saints, récits de campagnes militaires, tous ces textes ont été créés non seulement pour éclairer, mais aussi pour édifier l'esprit. L'histoire de Boris et Gleb raconte le destin tragique des fils de Vladimir, victimes d'une guerre fratricide, mais qui ont trouvé la gloire en tant que martyrs. La vie de Théodose de Pechersk raconte la vie du grand ascète fondateur du monachisme russe, dont l'image est devenue un exemple pour de nombreuses générations. La parole sur la loi et la grâce
du métropolite Hilarion de Kiev, rédigé au XIe siècle, occupe une place particulière dans la littérature de cette époque. Cette œuvre était dirigée contre la prétention byzantine à l'hégémonie spirituelle sur la Russie. Hilarion a affirmé l'égalité de tous les peuples chrétiens devant Dieu et a prouvé que la Russie avait le droit de suivre sa propre voie de développement, n'obéissant à personne d'autre qu'au Tout-Puissant. Dans ce texte résonne la voix d'un peuple qui a déjà pris conscience de sa force et de sa dignité. Le temps passe, et sous Yaroslav le Sage, le système dit de l'échelle de succession aux tables princières est introduit. Selon ce système, le pouvoir ne passait pas nécessairement au fils, mais à l'aîné de la famille. Ce système semblait juste, il tenait compte des traditions claniques et assurait la continuité du pouvoir. Mais il contenait déjà les germes des conflits futurs, car il devenait de plus en plus difficile de déterminer qui était l'aîné dans la famille élargie de Rurikovitch. Sous le règne de Yaroslav, l'artisanat et le commerce se sont développés, l'alphabétisation a prospéré et la construction en pierre a atteint des sommets sans précédent. Mais la réalisation la plus importante de cette époque est sans doute le fait que la Russie s'est enfin imposée comme un participant à part entière dans la politique européenne. Les mariages dynastiques des enfants de Yaroslav lient la maison princière russe aux maisons royales de France, de Norvège, de Hongrie, de Pologne et de Byzance. Après la mort de Yaroslav le Sage, en l'an 1054, le pouvoir passa à ses fils qui tentèrent de gouverner conjointement en se partageant le pays. Mais ce système de triumvirat n'a pas duré longtemps. Peu à peu, chacun des princes chercha à renforcer sa propre principauté, et l'unité de l'État commença à se fissurer. Le souverain suivant, qui a réussi à restaurer brièvement l'unité de la Russie, est Vladimir Monomakh. Son règne, qui s'étend de 1113 à 1125, correspond à la dernière période de consolidation de la Russe de Kiev. Vladimir était le petit-fils de Yaroslav le Sage, en ligne maternelle, et a reçu le surnom en l'honneur de son grand-père maternel, l'empereur byzantin Constantin Monomakh. Le statut de Vladimir Monomakh, également connu sous le nom de statut de Rézac, est devenu un document social important. Il adoucit la position des couches inférieures de la société en limitant les profits des usuriers et en facilitant la position des citadins et des Zakoupov. Cette charte nous montre un souverain qui a compris que la force de l'État dépendait non seulement de la richesse de la noblesse, mais aussi du bien-être des gens du peuple. Vladimir Monomakh organise également des campagnes offensives conjointes contre les Polovtsiens, un nouveau peuple nomade qui a remplacé les Pechenegs. Les Kipchaks étaient des adversaires plus organisés et plus nombreux,
et leurs raids causaient d'énormes dégâts sur les terres russes. Mais les forces unies des princes russes, sous la direction de Monomaque, parvinrent à leur infliger plusieurs défaites sérieuses, assurant ainsi une vie paisible aux régions frontalières. Après Vladimir Monomaque, son fils Mstislav, surnommé le Grand, monte sur le trône de Kiev. Son règne, de 1125 à 1132 ans, fut la dernière période de stabilité politique de la Russie kievienne unifiée. Habile diplomate et souverain avisé, Mstislav réussit à maintenir l'équilibre entre les différents centres de pouvoir au sein de l'État. Mais à la mort de Mstislav le Grand en l'an 1132, ce fragile équilibre fut rompu. Le chroniqueur a consigné en l'an 1134 les paroles prophétiques suivantes. Tout le pays de la Russe fut divisé. Formellement, c'est la 1132e année qui est considérée comme le début de la désintégration de la Russe kievienne en principautés indépendantes. Ce processus ne fut pas un cataclysme soudain mais progressif, comme le flétrissement des feuilles à l'automne. Novgorod en 1136e année, Polotsk en 1132e année, cessèrent de reconnaître l'autorité du prince de Kiev. Chacune des grandes principautés commence à mener sa propre politique, à conclure des traités séparés, à mener des guerres dans son propre intérêt. Les raisons de cette désintégration sont profondément ancrées dans la structure même de l'État. L'augmentation de la propriété foncière des boyards a conduit au renforcement de la noblesse locale, qui avait de moins en moins besoin du patronage du lointain prince de Kiev. Les contradictions du système de succession en échelle donnent lieu à des conflits constants entre les princes, chacun s'estimant plus digne du trône que ses rivaux. Les communications commerciales internationales ont également changé. La route des Varangiens aux Grecs, qui avait longtemps été à la base de la prospérité économique de Kiev, commença à perdre de son importance. Les croisades ont ouvert de nouvelles routes reliant l'Europe et l'Orient en contournant les terres russes. Les marchands vénitiens et génois maîtrisent les routes maritimes vers le Levant et les marchandises qui passaient par Kiev empruntent désormais d'autres voies. L'instabilité politique a également joué un rôle. Au XIIe siècle, 37 princes se sont succédés sur le trône de Kiev, un chiffre qui parle de lui-même. La lutte constante pour le pouvoir épuise les ressources de l'État, empêche la mise en œuvre de politiques cohérentes et sape l'autorité du gouvernement central. Les soulèvements des habitants de Kiev ont montré que même la capitale n'était pas calme. Les gens du peuple souffrent de l'arbitraire des princes et de leurs justiciers, des lourds impôts et des guerres incessantes. La ville, qui avait été un symbole d'unité et de puissance, devenait elle-même une arène de conflit. Le symbole du déclin de Kiev est sa mise à sac en 1169 par les troupes d'Andrei Bogolyubski, prince de Vladimir Suzdal. Pour la première fois dans l'histoire,
Le prince, après s'être emparé de Kiev, n'y resta pas pour régner, mais retourna dans ses possessions du nord. Pour lui, Kiev n'était plus la capitale souhaitée, mais simplement une des nombreuses villes qu'il était possible de voler et de quitter. En 1203 ans, la ville fut pillée une seconde fois par Rurik Rostislavitch, et ces événements finirent par saper son importance en tant que centre pan-russe. Le territoire contrôlé par les princes de Kiev ne cesse de se réduire. La Volhynie est perdue en 1154 ans, Pereyaslav en 1157 ans, Turov en 1162 ans. La principauté kievienne, autrefois puissante, n'est plus qu'une parmi d'autres, et non la plus forte. En 1299, un événement a symboliquement mis fin à l'ère de la suprématie de Kiev. Le métropolite de toutes les Russies a transféré sa résidence de Kiev à Vladimir, puis en 1325 à Moscou. Le centre spirituel de la Russie orthodoxe quitte la ville qui a donné son nom à l'État tout entier. Mais même dans les conditions de la désintégration politique, il y avait encore des facteurs qui maintenaient le sentiment d'unité de la terre russe. L'idée d'unité a continué à vivre dans le cœur des gens. Kiev est restée officiellement la plus ancienne ville et la mère des villes russes. La sorte de prince Rurikovitch occupait encore tous les trônes locaux, ce qui créait un sentiment de parenté entre les souverains des différentes terres. L'Église unifiée, le métropolitat de Kiev de toute la Russie, préservait l'unité spirituelle et une mémoire historique commune, ainsi que la conscience de la communauté ethnique soutenait l'idée que les habitants de toutes les terres russes formaient un seul et même peuple. Au milieu du XIIe siècle, la Russie, autrefois unie, s'était divisée en 13 à 18 principautés indépendantes, chacune dirigée par sa propre dynastie. Comme un arbre puissant qui donne de nombreuses pousses, la Russie kievienne a donné naissance à toute une constellation d'États. La principauté de Vladimir Souzdal au nord-est, la principauté de Galicie-Volhynie au sud-ouest, la République de Novgorod au nord, la principauté de Polotsk à l'ouest. Chacune d'entre elles avait son propre caractère, ses propres traditions, son propre destin. Mais ce chaos apparent avait sa propre logique. Comme des fleuves s'écoulant d'une même source, ces principautés ont conservé une culture commune, une foi commune, une mémoire commune de l'unité. Dans chacune d'entre elles, la langue slave de l'Église du service divin retentit. Les temples sont construits selon les modèles byzantins. Les mêmes chroniques, à commencer par celle de Kiev, sont réécrites. L'Empire byzantin a eu une influence si profonde sur la formation de la culture russe que ses échos se font encore entendre aujourd'hui. Imaginez le moment de l'histoire où deux grandes traditions se sont rencontrées. La byzantine,
qui a hérité de la richesse de l'Antiquité gréco-romaine et absorbé les trésors spirituels de l'Orient, et la slave, jeune mais pleine d'énergie créatrice. De cette union est née une culture alliant la sophistication et la profondeur de l'héritage byzantin à l'âme particulière et à la proximité avec la nature qui caractérise le monde slave. Des prêtres et des moines, mais aussi des architectes, des artistes, des artisans, des chanteurs, des musiciens et des marchands sont arrivés en Russie en provenance de Byzance. Chacun d'entre eux a apporté avec lui une partie du grand patrimoine culturel accumulé pendant des siècles dans la capitale de l'Empire romain d'Orient. Mais les artisans russes ne se sont pas contentés de copier les modèles byzantins. Ils les ont retravaillés de manière créative, créant des œuvres dans lesquelles la forme byzantine était enrichie d'un contenu russe. Les chants d'église sont devenus un élément important de la culture russe. Dans le silence des temples, on entendait des mélodies qui semblaient être les voix des anges descendant sur terre. La musique instrumentale, selon la tradition byzantine, était rejetée car jugée trop mondaine. Mais la voix humaine, le plus parfait des instruments de musique, créait un son d'une beauté et d'une profondeur spirituelle sans précédent. Mais le peuple a continué à vivre et à développer un riche folklore. La poésie rituelle calendaire marquait le changement des saisons. Les incantations faisaient appel aux forces de la nature. Les contes gardaient la mémoire des temps héroïques. Les bilinas, chants épiques sur les bogatirs, défenseurs de la terre russe, occupaient une place particulière. Ilya Muromets, Dobrynia Nikititch, Alyosha Popovitch, ces noms sont devenus des symboles du bogatirisme russe, incarnant l'idéal populaire du guerrier juste. Les contes populaires sur les événements des 2e et 6e siècles se reflètent eux-mêmes dans une œuvre aussi exquise que le conte de la campagne d'Igor, créé au XIIe siècle. Ce chef-d'œuvre littéraire, qui raconte la campagne infructueuse du prince Igor contre les Polovtsiens, frappe par son patriotisme et son lien avec l'art populaire. L'auteur du conte recourt non seulement au symbolisme chrétien, mais aussi à des images païennes. Il appelle les vents, parle au Dniepr, s'adresse au soleil. Dans cette œuvre, la Russie chrétienne se souvient de ses racines païennes, et cette mémoire rend sa culture particulièrement riche et multicolore. L'Église a mené une lutte constante contre les coutumes païennes, mais nombre d'entre elles ont été préservées dans la vie populaire entrelacée avec les fêtes chrétiennes. Shrovetide et Pâques, Ivan Kupala et Noël, les fêtes des récoltes d'automne et les jours saints d'hiver. Dans chacune de ces fêtes, le passé païen se conjugue au présent chrétien, créant ainsi une saveur unique de la culture populaire russe. Mais le développement pacifique de cette culture devait être interrompu. En 1223, un événement annonciateur des désastres à venir se produisit.
le premier affrontement des troupes russes avec les Mongols lors de la bataille sur la rivière Kalka. Presque tous les princes de Russie méridionale ont participé à cette bataille qui s'est soldée par une défaite cuisante. Nombreux sont ceux qui n'ont pas réalisé à l'époque la gravité de la nouvelle menace venue des profondeurs de l'Asie. L'invasion mongole qui s'est abattue sur les terres russes en 1237-1240 ans a été une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Imaginez un jour d'hiver, le 6 décembre de l'an 1240, lorsque les flammes embrasent Kiev, la ville qui, pendant des siècles, a été le cœur de la civilisation russe. L'église de la Dîme, premier temple de pierre de Russie, s'effondre sous les coups des machines brise-murailles de l'ennemi. La cathédrale Sainte-Sophie, témoin de la grandeur de Yaroslav le Sage, est pillée. La porte d'or qui accueillait autrefois les ambassadeurs des rois européens est en ruine. Ce jour-là, c'est la fin d'une époque. D'une grande capitale, Kiev était devenue une petite ville de province. Les voyageurs qui la traversaient, quelques années plus tard, ne comptaient qu'environ 200 maisons, pitoyables vestiges d'une ville autrefois grandiose. De nombreux maîtres avaient été faits prisonniers, des bibliothèques brûlées, des œuvres d'art détruites ou exportées. L'invasion mongole a porté le coup le plus dur non seulement à l'unité politique de la Russe, mais aussi à son développement culturel. Pendant plusieurs siècles, la construction en pierre s'est arrêtée, de nombreux métiers ont décliné et le commerce a diminué. Les terres russes tombèrent sous la domination de la Horde d'Or et ce joug dura plus de 2 siècles. Mais même dans ces conditions difficiles, le fil de la continuité n'a pas été rompu. Dans les terres du Nord, à Novgorod, à Vladimir et plus tard à Moscou, les chroniques ont continué à être copiées. Des églises ont été construites et l'artisanat s'est développé. L'idée de l'unité de la terre russe ne s'est pas éteinte, mais a pris de nouvelles formes. Peu à peu, 3 peuples apparentés mais indépendants, les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses, ont commencé à se former à partir des principautés disparates, chacun d'entre eux portant à travers les siècles le souvenir de ses racines kivo-russes. C'est la fin de l'histoire de la Russe de Kiev, un État qui, en quelques siècles, est passé d'une union de tribus disparates à une grande puissance européenne, a créé une culture unique et a jeté les bases du développement de la civilisation slave orientale. Son héritage se perpétue aujourd'hui dans la langue et la foi, dans l'art et l'architecture, dans la spiritualité particulière qui distingue les peuples qui ont grandi sur les rives du Dniepr et de la Volkhov. Bonne nuit, chers auditeurs. Que cette histoire de grandeur et de tragédie, de hauts et de bas, de nations qui naissent et meurent, mais dont la culture qu'elles ont créée ne disparaît jamais sans laisser de traces, vous apporte de bons rêves.
À la prochaine fois.